Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau dossier de la semaine Dynamica. Donc moi je suis le docteur Olivier Silam, je suis médecin neurologue. Aujourd'hui je vais vous parler des émotions, de la neurologie des émotions et essayer donc de comprendre d'où les émotions viennent et essayer de savoir les gérer. En particulier lorsqu'on est débordé par ces émotions pour essayer de les réguler, qu'elles nous impactent moins. On sait que les émotions sont parfois déjà difficiles à vivre psychologiquement et en plus de ça, elles peuvent avoir des répercussions négatives sur le corps humain. On va donc essayer de comprendre et de développer des techniques pour s'en détacher un petit peu. Donc dans un premier temps, quelques rappels brefs sur la neurologie, le système nerveux. Donc le système nerveux se décompose en système nerveux central et en système nerveux périphérique. Le système nerveux central, le cerveau, la moelle épinière, et le système nerveux périphérique, donc qui va amener depuis le système nerveux central jusqu'à la périphérie les informations nerveuses, donc c'est le cas de tous nos nerfs qui circulent, et c'est également le cas du système nerveux qu'on appelle autonome, qui est composé du système nerveux sympathique, qui va être en rapport avec les états d'alerte. Par exemple, lorsqu'on a un stress aigu, ça va être ce système nerveux sympathique qui va s'activer et qui va nous mettre par exemple en état de vigilance accrue avec des pupilles qui sont dilatées pour pouvoir mieux voir autour de nous, qui va augmenter la pression sanguine, augmenter la fréquence cardiaque pour envoyer plus de sang, bref, pour nous mettre dans une position de combat, de fuite. Et on a de l'autre côté le système nerveux parasympathique qui va au contraire apporter l'apaisement, le calme. Ce système nerveux parasympathique qu'on peut quelque part muscler en pratiquant justement la relaxation, en essayant de potentialiser ses voies. Ça, bien entendu, ce sera retraité dans de nombreuses vidéos, que ce soit sur la relaxation, la méditation, la respiration. Le système nerveux comprend des neurones, donc ce qui vont permettre la connexion et la transmission de l'information. On a 80 à 100 milliards de neurones dans le cerveau. On en a également dans l'intestin, bien entendu, qui est parfois surnommé le deuxième cerveau. 200, 300, 400, 500 millions, une part donc non négligeable. Et d'ailleurs, l'intestin va produire énormément de neurotransmetteurs, nous en avons déjà parlé dans d'autres vidéos, qui va permettre donc les neurotransmetteurs, la communication entre neurones. Le cerveau est composé de différents lobes. Nous avons par exemple le cortex, le lobe frontal, qui va être en relation avec justement les fonctions d'exécution, des fonctions motrices, des fonctions de raisonnement, de calcul. Nous avons les lobes pariétaux, donc qui vont être impliqués plutôt dans les afférences sensorielles pour recevoir les informations. Les lobes occipitaux qui vont permettre notamment la visualisation pour le cortex occipital. Le cervelet, comme on peut voir sur cette figure, en derrière du cerveau, qui va permettre la coordination, notamment motrice. Il a également d'autres fonctions, on sait qu'il est impliqué aussi dans la cognition, mais restons simples, le cervelet donc, a son action justement de coordination des mouvements et du corps. Nous avons le tronc cérébral, qui est cette structure qu'on dit parfois reptilienne, qui est la plus ancienne, qui permet donc la régulation des fonctions vitales, de la respiration, du cœur. D'ailleurs, quand on peut avoir une hémorragie ou un accident vasculaire cérébral à cet endroit, parfois les conséquences peuvent être dramatiques puisque c'est ce centre qui va permettre la respiration, toutes les fonctions vitales. Voilà, donc après vous avoir rapidement présenté différentes parties du cerveau de façon non exhaustive, le cerveau est infini, on va rapidement parler de la mémoire. Qui va nous permettre d'introduire de nouvelles zones cérébrales qui sont comprises bien entendu dans ces grandes zones, dans ces grands lobes que je vous ai décrits. Donc dans la mémoire, nous avons déjà la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme, c'est ce qu'on appelle aussi la mémoire de travail. C'est tout simplement, on nous donne un numéro de téléphone qu'on retranscrit et donc on garde en mémoire pendant 30 secondes, une minute, certains chiffres qui seront oubliés quelques temps après. Cela, c'est la mémoire de travail, la mémoire vraiment immédiate. Pour la mémoire de travail, les zones impliquées, ça va être plutôt le cortex frontal, comme on peut voir sur cette figure, c'est-à-dire cette zone du cerveau qui est située en avant, au niveau antérieur de la boîte crânienne. Dans la mémoire à long terme, nous allons différencier la mémoire déclarative de la mémoire non déclarative. La mémoire déclarative va être décomposée en mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire pour se rappeler d'un événement. Je me souviens que la semaine dernière, nous sommes allés à tel endroit et raconter ce qui s'est passé, c'est la mémoire épisodique.
et la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est donner le sens. Par exemple, que veut dire un mot, et on va pouvoir l'expliquer. Donc ça, nous sommes dans des mémoires déclaratives, c'est-à-dire qu'on peut exprimer. Et ça va être surtout donc une zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui est située au niveau donc du lobe temporal interne, qui va gérer donc cette mémoire épisodique. Ensuite, on a la mémoire qu'on peut appeler implicite ou non déclarative, c'est-à-dire une mémoire dont on n'est pas directement conscient. On a par exemple la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est pour accomplir par exemple faire ses lacets ou apprendre à conduire. On aurait du mal parfois à l'expliquer, comme comment faire un revers au tennis, on l'apprend, et donc c'est une procédure. On a ensuite, dans ce type de mémoire non déclarative, les mémoires de conditionnement. De conditionnement par exemple musculaire, comment notre muscle va répondre à une sollicitation. Ça va plutôt être donc le cervelet qui va s'occuper, comme on a dit, de la coordination du tonus musculaire. Et on a, qui va peut-être plus nous intéresser aujourd'hui, la mémoire non déclarative de conditionnement émotionnel, c'est-à-dire face à une situation, comment est-ce que je vais répondre, comment va être mon émotion. Et ça, c'est une structure du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Donc l'amygdale va être en charge de déclencher une émotion réflexe suite à une situation. Voilà, après ces brefs rappels de neurologie, où on va poursuivre sur l'émotion. Donc déjà, essayons de définir une émotion. Alors, dans la littérature, j'ai tombé sur une phrase qui m'avait amusé, qui disait que tout le monde sait ce qu'est une émotion, jusqu'au moment où il faut la définir, et là, plus personne ne sait. Effectivement, on a tous notre représentation plus ou moins consciente de l'émotion, mais comment donner vraiment une définition, c'est pas facile. Alors, dans les émotions, il y a le concept d'émotion primaire, c'est-à-dire qu'on a quelques émotions qui ensuite vont se composer pour donner des émotions complexes. On pourrait en citer 4, la joie, la peur, la colère et la tristesse. À partir de ces 4 émotions, on peut composer d'autres émotions, comme par exemple la colère et la tristesse qui peuvent donner de la déception. Et voilà, on peut en composer à l'infini. Certains auteurs vont jusqu'à 6 émotions, où on peut avoir le dégoût, la surprise. Bref, il n'y a pas de consensus. Mais l'émotion pourrait être définie comme la différence entre nos attentes et les conditions extérieures. Autrement dit, quand nos besoins internes diffèrent de ce que le monde peut nous donner, une émotion peut être générée. Alors concernant la genèse des émotions d'un point de vue neurologique, une structure particulièrement impliquée dans les émotions va être l'amygdale. L'amygdale, comme on peut le voir sur cette figure, est très proche de l'hippocampe, donc elle va être intimement reliée aux souvenirs. Et ça va être un point important, puisque l'amygdale est responsable de la création des émotions, de peur, mais pas uniquement. Elle va être responsable de beaucoup d'émotions, dans la colère, même la tristesse. Et cette amygdale va être directement reliée à l'hippocampe, donc aux souvenirs anciens, et également au cortex frontal, qui, comme nous l'avons dit, est responsable des pensées, de l'élaboration. Ainsi, la communication entre l'hippocampe, les souvenirs, le cortex frontal, les pensées qui en résultent, et l'amygdale qui va créer les émotions, vont être une cible intéressante pour éventuellement apprendre à gérer les émotions. Après un événement traumatisant, comme un accident de voiture, une morsure par un chien, on va garder en mémoire l'épisode, et par exemple l'élément qui nous a traumatisé, le chien, la voiture, mais également la réponse émotionnelle qui a été dégagée sur le moment, et la réponse physiologique, la réaction du corps. Peut également se rajouter une certaine appréhension de revivre la situation, donc une nouvelle émotion qui va être stockée et prête à être ressortie si la nouvelle situation devait se produire. Ce mécanisme est quelque part naturel, c'est pour nous protéger, nous remettre d'aplomb face à si la situation devait se reproduire. Sauf que parfois, le système dysfonctionne. Et après avoir été mordu par un chien, chaque fois que nous allons visualiser un chien, au lieu d'être peut-être un peu plus en vigilance, un emballement va se produire. Et la visualisation du chien va venir envoyer des signaux
à l'hypothalamus pour envoyer des hormones de stress, va venir projeter au niveau du cortex frontal pour nous créer des pensées « ce chien va me mordre », des pensées donc négatives de prudence, et au niveau de l'amygdale va venir nous déclencher des émotions de peur, éventuellement de colère. Ainsi, nous sommes devenus esclaves d'un réflexe conditionné par une mémoire traumatique. L'enjeu va donc être d'essayer de déconstruire ce conditionnement réflexe et essayer de réassocier l'image d'un chien ou d'une voiture à une réponse physiologique neutre. Je vois un chien, je n'ai pas le cœur qui se met à battre, je n'ai pas de transpiration excessive, je reste bien. Il existe différentes techniques pour essayer de s'affranchir du réflexe émotionnel qui a été créé par un traumatisme. Parmi ces techniques, on pourrait citer l'hypnose qui va permettre de revivre le traumatisme et par des suggestions de réussir à s'en détacher, à s'en désensibiliser. Nous pouvons également citer l'EMDR qui est cette thérapie où par le mouvement oculaire créé par un thérapeute, où on va suivre par exemple le doigt ou d'un thérapeute qui va bouger devant nous, désensibiliser les conditionnements réflexes émotionnels. Il existe d'innombrables techniques qui permettent cette régulation émotionnelle. Nous pouvons citer la technique de régulation émotionnelle Tipeee, qui est une technique que nous allons brièvement développer dans le bonus, qui permet en se concentrant sur ces sensations corporelles d'essayer de venir resynchroniser, d'essayer de venir effacer les conditionnements réflexes péjoratifs de l'amygdale et ainsi retrouver une certaine sérénité face à un événement ou à une situation normalement dérangeante. Enfin, la méditation a de nombreuses vertus et l'une d'elles est la régulation émotionnelle. La pratique de la méditation, de pleine conscience par exemple, permet d'augmenter sa capacité à réguler les émotions, c'est-à-dire à être moins esclave d'une réaction émotionnelle, par exemple de colère, de peur, c'est-à-dire à prendre plus de distance. D'une façon générale, une émotion écoutée va plus facilement se décharger, se diluer, et donc rendre le sujet libre de réagir selon sa raison. Ainsi, en travaillant, en essayant de muscler sa capacité d'attention, de conscience, de concentration, nous allons pouvoir prendre plus facilement conscience de son émotion, et une émotion qui va être écoutée va avoir moins de répercussions au niveau du corps. Il existe par exemple des études qui ont comparé dans les attaques de panique une technique de relaxation respiratoire qui apportait des bénéfices au cours d'une attaque de panique, avec au contraire une technique plutôt d'accueil, c'est-à-dire essayer d'observer ce qui se passe, d'accueillir l'émotion, d'accueillir les sensations. Et en fait, cette deuxième technique, plutôt justement d'observation, et non pas d'essayer de modifier en relaxant, mais simplement observer et accueillir, s'est montrée plus efficace sur la gestion de l'attaque de panique, de la crise d'angoisse. Nous voyons donc bien qu'une émotion va induire une modification psychique, mais également corporelle, et que la prise de conscience des modifications corporelles va permettre de la diluer et de la laisser spontanément régresser. Voilà, je vous retrouve tout de suite dans un bonus pour essayer une technique ensemble parmi d'autres de régulation émotionnelle.